J'habite au milieu de nulle part au Canada. Et pour ce qui est écrit là, parce que sur la rivière Vermillon, que vous ne connaissez certainement pas, mais ça n'a pas d'importance, c'est une rivière, c'est dans la réserve Achouac-Mouchouane, c'est une réserve faunique au Québec, on appelle ça comme ça. Un matin, ma grand-mère était là dans le paysage que vous avez devant les yeux. Elle était là, ma grand-mère qui n'est jamais venue au Canada, que je n'ai jamais rencontrée qu'en Belgique, évidemment, mais elle était là, et même si elle était invisible pour moi, elle était là. Puis c'était le moment où moi-même je devenais grand-mère, et la rencontre avec elle m'a permis de devenir Bonnie à mon tour, et c'est parce qu'elle a été là ce jour-là que mes petits-enfants m'appellent Bonnie. C'est juste pour vous dire que la nature est le support d'une spiritualité, de quelque chose qui nous relie à ceux qui étaient là avant nous et à ceux qui seront là après nous. Et que si, quand on parle de l'environnement ou quand dans les grands textes sur le développement durable, on dit pour les générations futures, ça paraît extrêmement abstrait, ça l'est, parce que c'est passé du côté du rationnel, mais notre relation à la nature en Occident est aussi spirituelle et il y a peu de gens qui osent le dire. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui acceptent de le dire, mais peu de gens osent le dire. Et je pense que se rappeler ça, ça ne veut pas dire oublier tout le reste, mais c'est envisager cela aussi. Et je pense que c'est de ça que je vais vous parler le plus. Et que là, mon exposé, moi, je vais vous faire une petite introduction, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle fabrique là. Et je vais faire quoi? Vers là? Vers là. D'accord. Évidemment, je vais vous faire une petite introduction, je vais vous raconter, mais qu'est-ce que c'est qu'une théologienne fait dans un département des sciences fondamentales dans une université en Amérique du Nord. Puis, je vais vous parler de toutes sortes de choses, y compris d'éthique. Je vais vous parler d'un auteur qui s'appelle Descola et qui a écrit un livre qui s'appelle Par-delà nature et culture, pour que peut-être pour élargir la représentation du monde qu'on a à propos de la relation homme-nature à travers les cultures. Puis je vais vous parler parce qu'on parle de nature ici, mais c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là. Puis je vais vous parler de l'éthique de l'environnement et puis je vais conclure. Donc, parce que je dois les changer tous les deux en même temps. Donc moi, ça fonctionne pas là, votre truc. Non. Mais seulement, il n'y a pas le titre. Vous savez que je suis grand-mère. Ma thèse de doctorat je l'ai déposée en 2009. Ça veut dire que j'ai fait une thèse de doctorat vraiment de manière très tardive. J'ai choisi de la faire en théologie parce que au panthéon de tous les dieux, je n'en choisis aucun. Je suis absolument non-croyante. Et que, oui, ce qui me semblait être une difficulté majeure dans les décisions qu'on prenait à propos de la nature en général, c'est qu'on ne prenait pas assez en considération ce qui m'occupait moi quand j'ai choisi d'aller vivre au Canada et au milieu de nulle part et dans la forêt. Et donc il y avait une grosse controverse au Canada à propos de l'exploitation de la forêt boréale. Et je voulais que ma thèse de doctorat porte là-dessus, et je voulais emprunter tous les sentiers non battus pour pouvoir essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est qui était en train de se passer, que les humains ne sont pas foutus de se mettre d'accord sur quelque chose qui, moi, venant de l'extérieur, m'apparaissait comme d'une simplicité enfantine ou à peu près. Là. Vous comprenez? Donc j'ai voulu faire ma thèse de doctorat là-dessus, ce qui m'a amené, je voulais comprendre ce qui était non rationnel. J'ai fait par provocation, je travaille dans un département des sciences fondamentales. Tous mes collègues sont biologistes, chimistes, physiciens, vous voyez. Puis moi, je suis psychosociologue, fait que j'étais la grande représentante des sciences molles. Puis, moi, je voulais comprendre l'intangible, le pourquoi du pourquoi, le pourquoi au-delà de tous les comment. Je voulais comprendre ce qui étaient les racines de notre humanité commune et qui se jouaient dans une controverse socio-environnementale dans la société contemporaine. Donc, évidemment, même si je ne suis absolument pas croyante, pour moi, comme pour Edgar Morin, comme pour bien de penseurs, comme pour Gandhi, comme pour Mandela, l'amour est la valeur des valeurs. Et je ne pense pas qu'on va pouvoir se réconcilier avec la nature, si c'est ça l'objectif, si on ne se réconcilie pas d'abord entre nous et avec nous-mêmes. Donc, ma thèse de doctorat. Merci. Mais, je trouve qu'on échoue lamentablement à mettre en œuvre. D'ailleurs, à peu près toutes les traditions de sagesse portent l'amour comme la valeur des valeurs.
Probablement parce que nous ne parvenons pas à la mettre en œuvre ou à l'actualiser d'une manière ou d'une autre. Donc moi, m'intéresser à l'amour dans ma thèse de doctorat, c'était super important. Puis c'est tellement, vous savez, je suis une flyée, je suis une extraterrestre, même dans mon département, mais ils finissent par commencer à éventuellement penser que peut-être ce n'est pas complètement idiot. Je vais à la suivante. Donc, est-ce que j'ai fait ça envers et contre toute raison? Jamais de la vie. Je suis une humaine, ça veut dire rien de ce qui est humain ne m'est étranger, ni la raison, ni le cœur, ni la spiritualité, ni l'éthique, ni rien du tout. Tout ça m'est commun à vous et à toute l'humanité. Donc je n'ai pas fait une thèse de doctorat envers et contre toute raison, et je trouve qu'il est particulièrement déraisonnable de vouloir nier ce qui est un fondement même de l'humanité, c'est-à-dire la spiritualité, et ce qui fait qu'on a un imaginaire et une symbolique pas toujours très commune, mais quand même dont on retrouve les fondements dans toutes les cultures. Donc je pensais, et je l'ai démontré dans ma thèse, que les décisions sont bien mieux éclairées si on est d'accord de prendre en considération ces aspects-là aussi, et pas seulement. Parce que je refuse l'hégémonie à tout moi. À Dieu, à la science, à n'importe quelle science, aux sciences humaines comme aux sciences fondamentales, je refuse l'hégémonie à la symbolique et à la spiritualité, et je refuse l'hégémonie à l'homme ou à la nature. Donc ce qui m'importe, c'est l'action dans la complexité, et donc c'est mieux éclairer avec nos émotions, l'intangible, l'imaginaire, ce qui nous occupe, ce qui occupe notre esprit, quand on se lâche loose, comme on dit au Québec, et qu'on est dans la forêt, et que tout à coup, il nous arrive comme ça l'idée que oui, je suis devenue bonne. Bon, maintenant, il ne faut pas confondre, on vit au XXIe siècle. La Bible n'est plus notre seul livre de référence, la Bible, la Torah, n'importe quelle tradition de sagesse, n'est plus le seul livre qui va nous permettre d'expliquer le monde, de donner du sens à la vie et de dicter la morale. C'était le cas. Mais nous sommes au XXIe siècle et dans notre monde, le passé est très éclairant. Ce que les autres hommes ont pensé avant est très éclairant, mais jamais déterminant, parce que dans notre spécificité, nous avons à réinventer notre représentation du monde à chaque génération qui passe. Oh bon. Je suis où là? Je suis là. Alors, quand Virginie m'a contactée dans mon lointain pays, elle m'a dit, il nous faudrait un intervenant qui nous aide à prendre du recul par rapport à tout ce qui va être dit, des choses comme ça. Fait que pour prendre du recul, moi j'ai choisi de vous parler de sciences, d'éthique, d'imaginaire, de toutes sortes de choses, pour bien distinguer les catégories de discours. Et puis, juste avant de partir, j'ai vu une phrase qui était affichée au département de génie, donc chez les ingénieurs, qui disait: les scientifiques étudient le monde tel qu'il est, les ingénieurs créent un monde qui n'a jamais été, et c'est M. von Karman qui a dit ça, qui est un ingénieur en aéronautique et qui a écrit ça probablement juste après la Deuxième Guerre mondiale, où il s'émerveillait de voir voler les avions. Donc on peut comprendre la citation, et en même temps, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est à peu près ça, ou en tout cas ça dit quelque chose à propos de la science et à propos du génie. Et en même temps, je veux que vous vous rendiez compte que ni la science ni le génie ne donnent d'indication sur le sens de l'existence, ni si une technique est bonne ou mauvaise. Parce que ce n'est ni la science ni le génie qui va nous permettre de savoir si telle ou telle technique que nous inventons est plutôt bonne ou plutôt mauvaise. Il faut qu'il y ait un raisonnement éthique pour ça. Il faut que nous pensions en bien et en mal une technologie pour savoir si elle est bonne ou mauvaise. Donc, et je vous fais remarquer aussi que le langage humain est une merveille, parce qu'en changeant ce qu'on connaît du monde, on change le monde qu'on connaît. Ça, c'est un Dobzhansky, il y a encore un nom plus imprononçable que le mien. Et puis, lui, c'est un physicien quantique. Mais quand je vous disais que la Bible n'est plus notre seul livre de référence, je pense que, reportez-vous peut-être au Moyen-Âge, pour qui c'était le seul livre de référence. Ça disait la vérité du monde, le sens qu'il fallait donner à la vie et la morale qu'il fallait avoir. Pour nous, non. Aujourd'hui, notre expérience du monde se dit dans des catégories de discours
qui sont très différentes, mais qui sont pour la plupart des gens extrêmement confondues. Ils ne font pas de distinction entre eux comme on ne le faisait pas dans la Bible. Alors pour vous aider à faire la distinction, il y a une partie de ça qui vient de ma thèse de doctorat. Non, ni confondre ni ignorer. Pour faire la distinction, moi, je vous propose de ne pas confondre ces différents éléments-là, mais de ne jamais les ignorer non plus. Donc, c'est quoi la science? La science, elle décrit le monde et elle permet la prescription, elle permet la prévision. Donc, quand on a une information scientifique sur, je vais prendre un exemple très, très canadien, si le pain gris est un pain qui a cette particularité de se régénérer seulement ou presque seulement après feu, parce que ces cônes sont semi-sérotineux, et que s'il n'y a pas de feu, les cônes ne s'ouvrent pas, et que donc il n'y a pas de régénération sous le pain. Ça va, la science dit ça. La science dit cet élément-là. Rien, ça ne dit rien sur est-ce qu'on peut ou pas, ou est-ce que c'est bien ou mal de couper le pain. Vous comprenez? Ce qui dit que c'est bien ou mal, ce sont les valeurs ou les raisonnements qui tentent de démêler ce qui est bien et mal. Donc, ou le bien et mal, hein, puis là, c'est ça. S'il y a un éthicien dans la salle, va me tuer, là, parce que c'est une manière extrêmement généralisée de dire ce que c'est l'éthique aujourd'hui. On va dire au moins le meilleur dans les circonstances. On va dire plus comme ça. Maintenant, au niveau, si je dis, regardez, je peux dire, avec la science, je peux dire n'importe quoi. En matière d'éthique, enfin, je ne peux pas dire n'importe quoi sur la science. En matière d'éthique, je peux dire, ce qui est bien, c'est de mettre le feu à la forêt pour récolter les tiges pour que le pain puisse se régénérer. Je peux dire ça. Je peux dire aussi, c'est bien de couper le pain et de replanter, parce que c'est sûr que si on ne replante pas, ça ne repoussera pas. Vous comprenez? Donc, l'information scientifique me permet de dire, de prendre différentes orientations dans le bien et le mal. En ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne le discours économique, cette représentation-là du monde, c'est ce qui permet de calculer pour savoir si couper un pain ou brûler un pain, un est plus rentable que l'autre. Mais ça ne dit pas si l'un est bien ou l'autre mal. Vous comprenez? Il ne faut pas faire de lien. Il y a plein de gens qui le font, par exemple. Quand c'est rentable, c'est bien. Ça n'a pas d'allure. Quand c'est rentable, c'est rentable. OK? Quand c'est bien, c'est bien. C'est parce qu'on a un raisonnement éthique qui nous permet de savoir que c'est ça qui est bien. Alors, en ce qui concerne le discours juridique, il est lié aux règles, aux normes, aux lois existantes, ou aux normes, je crois, Natura 2000, chez vous, c'est une norme, une loi, je ne sais pas, en tout cas, des programmes, des plans, ces éléments-là sont de l'ordre d'un discours qui est plutôt de l'ordre du droit. Et puis, la photo que vous avez vue, qui était là en toile de fond quand vous êtes rentré dans la salle, l'effet que ça peut vous faire, c'est des émotions, si vous êtes capable de les ressentir, si vous êtes encore capable de les ressentir, qui sont de l'ordre de l'esthétique. Il n'y a rien qui dit que c'est bien ou que c'est mal, il n'y a rien au niveau scientifique là-dedans, il n'y a rien au niveau de l'éthique là-dedans, dans la photo qui était là. C'est de l'ordre de l'esthétique. Et puis, la symbolique, c'est tout ce que Virginie vous a raconté, puis moi je vous ai raconté à propos de Bonnie. C'est ce qui donne du sens, ce qui est de l'ordre du sacré. Le sacré, ça veut dire ce à quoi on doit un respect absolu. On ne veut pas dire que c'est un Dieu, là. C'est ce à quoi on doit un respect absolu. Et c'est ce qui nous permet de signifier le monde. Signifier, ça veut dire donner un sens. La rivière Vermillon dans la réserve Ashwaubenon a le sens de me relier à ce qui étaient mes ancêtres et de me relier à ce que sont mes petits-enfants. C'est ce sens-là que je donne. Ça n'a rien à voir avec est-ce que c'est un écosystème remarquable, est-ce que c'était particulièrement beau. Oui, cet endroit était particulièrement beau, mais j'ai des endroits dans la forêt qui signifient des choses pour moi et qui ne sont pas particulièrement beaux. Vous comprenez? Donc, si on veut se réconcilier avec nous-mêmes pour pouvoir se réconcilier avec la nature, je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ce qu'on dit à propos du monde et à propos de nous-mêmes. Parce que c'est sûr que la science dit à propos du monde, enfin en tout cas les sciences de la nature, on va laisser comme ça,
Mais l'éthique, l'esthétique et la symbolique dit à propos de nous, à propos de l'expérience humaine du monde. Si je prends l'exemple des changements climatiques, voilà. Vous serez d'accord avec moi de dire que l'augmentation du CO2 d'origine anthropique dans l'atmosphère est corrélée avec une augmentation de la température moyenne du globe. Vous serez d'accord avec moi de dire que c'est de l'ordre de la science. On s'entend? Ça ne dit rien sur ce qu'il faut faire, ça ne dit pas si c'est bien ou si c'est mal, c'est une description du monde. Si je dis qu'aux États-Unis, les lois reconnaissent le CO2 comme un polluant, c'est d'accord que je suis en train de parler de discours juridique. Si je dis que face au changement climatique d'origine anthropique, il faut lutter contre l'utilisation des énergies fossiles, c'est de l'ordre de l'éthique, chez nous, c'est en bien et en mal, ce qu'il convient ou ne convient pas de faire. Si je dis que le marché du carbone est un outil puissant pour réguler le climat, je suis en train de dire ce qui est rentable ou pas rentable. Ça va? La beauté du monde sera anéantie par les modifications du climat, c'est de l'ordre de l'esthétique, la science dit pas ça. La pollution par les GES fera disparaître la vie sur la seule planète qui l'abrite, c'est de l'ordre du symbolique. Enfin, les discours sur les changements climatiques, j'ai pris cette phrase-là, mais c'est notre apocalypse d'aujourd'hui. Vous comprenez? Dans toutes les traditions de sagesse, ou presque, vous avez, sauf bouddhiste, vous avez un récit des commencements et un récit des fins. Eh bien, notre récit des fins d'aujourd'hui, c'est l'apocalypse lié à la disparition complète de la biodiversité et la destruction épouvantable de la planète par l'humain qui va détruire la Terre, évidemment. Non, vous comprenez, c'est vraiment de l'ordre du symbolique. Ok. Puis c'est ça. Je voulais aussi remettre une autre image pour vous faire distinguer la science et la symbolique. Quand je suis dans la forêt, à un endroit que j'ai appelé l'hôtel 1000 étoiles, que je me couche et que je regarde le ciel qui est à peu près comme ça, là où j'habite, ça signifie bien autre chose que 13,7 milliards d'années après le Big Bang, même si c'est aussi cela. Vous comprenez, notre expérience du monde s'est complexifiée, ou en tout cas est complexe pour les gens qui vivent en Occident au XXIe siècle, et jamais que vous me ferez remplacer l'expérience spirituelle que je vis à ce moment-là en regardant ça par ces 13,7 milliards d'années après le Big Bang, mais mon expérience de ça ne me fait en aucun cas penser que ce n'est pas 13,7 milliards d'années après le Big Bang. Et je vais vous dire encore une chose, je trouve ça vachement plus compliqué de croire qu'il y a eu un Big Bang que de croire en Dieu. Vraiment, c'est vachement plus facile de s'expliquer la vie à partir de Dieu qu'à partir du Big Bang. Mais bon, enfin, en tout cas. Alors, tout le monde fait des liens fait des amalgames entre ces différentes catégories de discours, y compris moi. Le problème, et ça doit. Le problème, c'est quand les liens sont clandestins, parce qu'alors les humains, entre eux, ils se disputent simplement parce qu'ils ne parlent pas de la même chose. Les climato-sceptiques, vous entendez les climato-sceptiques, si vous écoutez convenablement leur discours, il y en a une partie d'entre eux qui remettent en question la science, c'est sûr, et une partie d'entre eux que ce n'est pas le cas. Pas du tout. Ce qui remettent en question, c'est la morale qui va avec, l'éthique qui va avec. Et donc, si on veut essayer de trouver des trucs comment il faut parler d'éthique, pas de science. Mais là, ça se contre-argumente en termes de science, et des deux côtés, je pense parce qu'on n'a pas l'habitude d'accepter de parler d'éthique. Puis, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. La formation de liens CC, CO et CN à l'aide d'organobismutane de synthèse d'inhibiteurs du DNMTS, c'était la conférence départementale qui était donnée juste avant que je parte. Ben moi, là, j'aime autant vous dire que la science d'aujourd'hui, ou les sciences d'aujourd'hui, ne correspondent en rien à mon expérience sensible du monde. En fait, nous vivons dans une nature dont nous ne savons, avec la vérité scientifique, pas grand-chose. Vous savez quoi? La Terre n'est pas plate. Vous le savez, là. Mais dans mon expérience du monde, je ne marche pas sur une Terre ronde. Hein. Vous savez quoi? Le soleil ne se lève pas à l'est. Parce que le soleil ne se lève pas. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Pourtant, tous les matins, je regarde de ce côté-là pour savoir s'il va y avoir du soleil. Et je suis sûre que le soleil se lève à l'est. La nature n'est pas parfaitement autorégulée, même si c'est l'expérience que nous en avons dans notre expérience sensible. La nature
se débrouille dans l'ordre et dans le désordre depuis que la Terre est Terre. Mais dans notre expérience sensible du monde, surtout en Occident et maintenant, nous avons besoin qu'elle soit autorégulée parce qu'elle nous sert d'éthique. Alors, moi en tout cas, je crois à la vérité scientifique comme d'autres croient en Dieu. Parce que je ne suis pas capable de savoir c'est quoi CCCOCN, d'organobismutane, de synthèse, d'inhibiteur, de je ne sais pas quoi, sauf que je sais, parce que j'ai vu le résumé, que ça parle d'une des plantes de la forêt boréale dont je ne sais même pas nommer le nom, tellement c'est un nom latin à rallonge. Donc, je veux vous dire que les informations scientifiques, nous vivons dans une nature, le discours scientifique nous renseigne sur une nature qui n'est pas du tout notre expérience sensible du monde. Et ça n'enlève rien à la vérité scientifique. Pour moi, les informations scientifiques donnent les meilleures informations d'aujourd'hui pour pouvoir prendre les meilleures décisions d'aujourd'hui, parce que ce sont celles qui nous permettent le mieux de prévoir. Mais je comprends très bien les climato-sceptiques qui disent « t'as vu le temps », ben, pas aujourd'hui, mais au Québec cet été, on entend vous dire qu'il a plu tous les jours, fait que la confusion entre le climat et la météo, c'était à tout craindre, et tout le monde disait « les changements climatiques ». Donc parce que notre expérience sensible du monde et la science, c'est pas pareil. Et ça, je pense qu'on ne se le met pas assez dans la tête, on considère que puisque c'est scientifique, ça doit correspondre à notre expérience sensible du monde. Mais un peu moins de naïveté, s'il vous plaît. Mais nous ne vivons pas seulement dans le monde représenté du rationnel, de la science et du calcul, nous avons des émotions, je vous le jure. Et puis, tous, nous cherchons du sens à la vie, à l'existence. Pourquoi est-ce qu'il y a de la vie et pourquoi... comment ça se fait qu'il y en a? Pourquoi? Et à ce pourquoi-là, il n'y a aucune réponse scientifique, c'est juste la symbolique qui peut nous répondre. Et puis on cherche du sens à notre vie. Je vais aller à la suivante. Heisenberg qui disait que la science est un maillon seulement de la chaîne infinie des dialogues entre l'homme et la nature, et elle permet de prévoir. Si vous ne retenez qu'une seule chose de tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, là, retenez au moins cette phrase de François Witt qui dit « Décrire n'est pas prescrire et n'en dispense pas. » Jamais. Une information scientifique ne peut pas, si vous la prenez seulement pour elle-même, donc si vous la comprenez au mieux de ce qu'elle est, ne vous prescrira jamais votre comportement. On pourrait très bien considérer que le réchauffement de la planète a beaucoup d'avantages, qu'on va pouvoir cultiver des endroits où on ne peut pas cultiver aujourd'hui, que la progression des déserts n'est pas un problème, puisque de toute façon au-dessus il va y avoir... et on pourrait le voir comme ça. Ce n'est pas le cas, heureusement je ne veux pas le voir comme ça, vous comprenez? Mais on pourrait. Ce qui changerait complètement les indications qu'on se donnerait en termes de qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, les récits mythiques répondent à des questions qui sont humaines fondamentales. On trouve des réponses aux questions humaines fondamentales dans les traditions de sagesse, dans les philosophies et aujourd'hui dans la nature, mais pas dans la science. Les lois et les normes sont le résultat d'un consensus social, ce n'est pas de la science, on regarde ce que dit la science, puis on y ajoute toutes sortes d'intérêts de toutes sortes d'acteurs différents, et puis l'accord sur les lois, c'est so-so. Et puis, je vous rappelle, pour toujours, que ce n'est pas parce que c'est rentable que c'est bien, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses qui sont rentables. Ok? Mais en tout cas, il ne faut pas confondre, parce que si on monétarise les services de la nature, parce que ça rapporte finalement plein d'argent, il y a plein de choses qu'on va oublier, comme la nécessité du lien symbolique, la nécessité de réfléchir l'éthique, et l'importance de prendre en considération la science pour prévoir ce qu'on est en train de faire. On va à la suivante. Cet été, il y a une compagnie minière qui m'a demandé, les dirigeants de cette compagnie-là, quand on installe une mine à ciel ouvert au Québec, je ne sais pas pour ceux qui sont familiers avec ça, mais le trou qui est là à droite, là, celui que vous voyez là à droite, là, bon, ben, ça ressemble à peu près à ça. Et le paysage qui était là avant, c'est celui qui est à gauche. C'est ça. Fait que vous trouvez devant la mine, j'aime autant vous dire que ça heurte, ça démolit quelque chose à l'intérieur. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. La mine n'est pas encore en activité, mais la compagnie minière
sur le territoire sur lequel ça va être implanté, à racheter ce qu'on appelle au Québec une pourvoirie. Une pourvoirie, c'est un endroit où des gens ont une concession sur la forêt publique, quelque chose, là, des kilomètres carrés. Ils installent des chalets, puis ils accueillent, de préférence des Européens, ça paye bien, qui viennent chasser et pêcher. Vous comprenez? Donc ils servent d'aide pour être sûr qu'ils prennent quelque chose, pour être sûr qu'ils tuent une bête, quoi, hein. Donc ça, c'est une pourvoirie, et la compagnie minière a décidé de racheter la pourvoirie contre toute raison. Parce que la mine aurait de toute façon eu préséance, donc il n'était absolument pas obligé de racheter la pourvoirie. Le gars qui avait la pourvoirie, il aurait dû déménager, donc contre toute raison et contre toute rentabilité. Parce que cette pourvoirie-là, il y a peu de chances qu'il y ait encore énormément de gens qui y viennent, sachant qu'à côté, il va avoir un concasseur, vous voyez, 53 camions par jour, enfin, ce genre à 3 km, mais enfin, quand même, dans la forêt, ça porte le bruit. Et ils sont venus me trouver en me disant, pour donner un rapport complet au bureau d'audience publique sur l'environnement, vos études d'impact, on aimerait documenter les émotions qui lient l'homme, les humains qui sont venus là, à cet endroit-là de la planète. Et ils m'ont donc demandé d'écrire un rapport qui s'appelle « Les services spirituels rendus par le lac Apol ». Le lac Apol, c'est le nom du lac qui se trouve là. Puis, dans la précédente, Virginie, vous avez à gauche, là, le lac Apol, vous avez une petite carte, là. Et puis, le lac Apol, l'île, vous voyez, le lac Apol, la pourvoirie, elle est sur une île comme celle-là. Et puis, le soir, quand j'y suis allée, là, le soir, si la lune est pleine, c'est ça qu'on voit. Vous comprenez bien que les gens qui sont allés là, ils vivent complètement autre chose que 13,7 milliards d'années après le Big Bang, et complètement autre chose que le pain gris se régénère après feu parce que ses cônes sont mycérotineux, blablabla. Donc, on a interrogé toutes sortes de gens et on a remis toute une série de recommandations pour la gestion de la pourvoirie en leur enjoignant de la garder. On a fait un lien avec ce que les gens disent à propos des mines, c'est que ça coupe leurs racines, qu'on va dans le royaume d'Hadès. Ils ne disent pas d'Hadès, parce qu'ils ne connaissent pas, mais en tout cas, dans les enfers. Et que, ils disent toutes sortes de choses comme ça. Donc on a fait des recommandations pour qu'ils gardent la pourvoirie, pour qu'ils fassent connaître ce que c'est qu'une mine, pour qu'ils recréent là-bas des racines qui sont en train d'enlever en créant la mine. Et puis, on a eu une interrogation aussi, parce que éthiquement, est-ce que c'est éthiquement défendable de faire un trou pareil pour aller chercher du phosphore, pour mettre sur des champs agricoles qui ressemblent à ce que vous avez là-bas en dessous? Est-ce que c'est éthiquement défendable de faire ça? Qu'au moins il y ait une réflexion là-dessus. Est-ce que c'est pour pouvoir nourrir l'humanité? Alors, pour moi, pour le moment, je ne le sais pas encore, parce que c'est pas cette question-là que j'ai approfondie, mais si je pouvais, j'aimerais ça, approfondir cette question-là. Au niveau de la rentabilité, ils n'ont pas de problème avec ça, ils sont meilleurs que moi, ça va? Ils sont capables de faire les calculs de rentabilité que je ne suis pas en train de faire. C'est parce que j'avais dans la tête cette impossibilité de confondre les discours que j'ai été capable de remettre des recommandations qui vont toutes mettre en œuvre. Ils m'ont promis. J'avais une grande clause de confidentialité, on ne pouvait pas en parler de la recherche, mais maintenant ils m'ont dit tu peux mettre ça sur Constellation, c'est l'open source de l'université, tu peux le diffuser à qui tu veux, tellement ils sont contents. Tellement ça sort des sentiers battus. Puis moi, j'aime ça quand ça sort des sentiers battus. Puis vous pourrez avoir le PowerPoint que j'ai mis sur le suivant. Là, j'ai enlevé quelques images, puis j'ai mis des informations pour que vous puissiez voir comment est-ce que c'est quoi qui était de l'ordre de la science, de l'éthique et tout ça là-dedans. Maintenant, en ce qui concerne la suivante, les décisions publiques, elles sont souvent présentées sous couvert de rationalité, parce qu'on vit dans une société où c'est mieux d'être rationnel. Et on fait des compromis entre des intérêts divergents et on trouve que c'est des bons compromis. Mais les décisions publiques sont multiformes, elles sont traversées autant par le rationnel que par l'au-delà du rationnel. Par exemple, au Québec, on a une loi sur la gestion écosystémique des forêts. Mais quand vous regardez ce que dit la science à propos du fonctionnement même des écosystèmes boréaux, écosystémique est vachement plus de l'ordre de la symbolique ou peut-être de l'éthique que de l'ordre de la science.
Et c'est très bien, je ne remets pas du tout ça en question, on s'entend, mais... Et puis, ce qui va avec la science, le développement des techniques et notre monde à nous, pour beaucoup de gens aussi, probablement pour vous qui êtes dans la salle, c'est le naturalisme, qui est la similitude entre les corps, parce que la science nous apprend que nous sommes des poussières d'étoiles et que nous sommes tous issus à peu près de la même molécule, de la même cellule qui est apparue, et voilà. Mais il y a une nette séparation entre les esprits. Ça veut dire que les humains et les non-humains ne voient pas le monde de la même façon, n'ont pas le même imaginaire, et il y a seulement les humains qui sont capables de définir l'éthique, par exemple. Okay? Ça va de pair avec l'exploitation industrielle, avec les mouvements de protection de l'environnement, parce que ce qu'on appelle les environnementalistes ou les écologistes, je ne sais pas, ça dépend du côté de l'Atlantique, il faut que la nature soit un objet extérieur à nous-mêmes pour pouvoir la protéger. S'il n'y avait pas de distinction entre l'homme et la nature, on ne pourrait pas avoir ce raisonnement-là. Vous comprenez? Donc ça va avec... Maintenant, c'est sûr que le développement de mouvements écologiques va aussi avec le développement de l'exploitation industrielle. C'est un contre-pouvoir ou quelque chose qui se met... qui est une suite logique, on dirait. Moi, j'aime surtout la sagesse de Descola, parce qu'il est mon espoir, Descola. Il dit, même si la solution que nous voudrions pour l'avenir, une solution différente de vivre ensemble à la fois entre les humains, mais aussi entre les humains et les non-humains n'existe pas encore, nous avons au moins l'espoir, puisque d'autres l'ont fait avant nous dans d'autres civilisations et d'autres sociétés, de pouvoir inventer des manières originales d'habiter la Terre. Puisque toutes ces solutions ont été imaginées par des hommes, il n'est pas interdit de penser que nous pourrions imaginer de nouvelles façons de vivre ensemble et peut-être de meilleures. Eh bien, moi, je trouve que c'est ça que m'apporte Descola. Eh oui, là, les aborigènes d'Australie, ils ont inventé un truc mais complètement failli qui me paraît comme ça. Mais c'est à notre portée d'en inventer un autre qui nous permettrait le thème du colloque, c'est-à-dire une espèce de réconciliation. Même si peut-être que ça doit passer par une réconciliation avec nous d'abord, mais en tout cas, c'est ça. Et voilà. Et la porte est ouverte à toute l'imagination de tous les humains, et Dieu sait s'il nous en a. Puis voilà, c'est ça. Ce que vous êtes déjà demandé, c'est quoi que c'était la nature? Ben, il y en a qui l'ont fait. Et c'est bien parce qu'ils ont étudié les représentations et les représentations comparées de ce que ça veut dire la nature et l'environnement. Et quand, dans nos sociétés, on reste là, ici, quand des gens parlent de la nature, le plus souvent, mais pas toujours, c'est toujours ce qui existe sans nous. Ce qui est là, ce que nous n'avons pas créé, ce qui est normal, régulier dans l'ordre des choses et qui ne bouge pas. Au moins à notre échelle. Ça, c'est la nature. C'est le contraire de l'artificiel, la nature. La nature, la forêt, c'est le contraire de la ville. C'est la nature. La nature a une dimension métaphysique, religieuse ou romantique. Elle a des vertus équilibrantes. Elle est donc équilibrée. Pour bien des gens, c'est comme ça. Et puis, la nature, ça ne se gère pas. Vous voulez pouvoir gérer la biodiversité, mais non. La nature, ça ne se gère pas. Ça sème, on la chante, on la vit, et on la vit avec tous ses sens. Et nos trois interventions du matin pour introduire un colloque sur la nature, ça a été de l'imaginaire, comment on la vivait avec tous nos sens et en lien avec nos ancêtres. Ça, c'est la nature. Mais ce n'est pas toute la nature qui est nature. Parce qu'il y a bien des gens pour qui les vilains scarabées noirs, les vers de terre rampants et des choses comme ça, là, ça c'est pas grave. Là. Vous comprenez? C'est peut-être bien naturel, mais on n'aime pas trop ça. Donc c'est pas toute la nature qu'on aime comme la nature. Par contre, l'environnement, c'est ce qui nous entoure, nous comme espèce. L'environnement, ça se gère. On peut, ça se met dans des lois, l'approche n'est pas du tout la même. Puis l'environnement permet de penser à la régulation des comportements humains pour maintenir une complexité qui apparaît souhaitable dans le vivant qui nous entoure. Et l'environnement se met dans des politiques, des droits, des normes, des ISO, des machins, toutes sortes de trucs. Évidemment avec des nuances et des exceptions, parce que un paysage qui vous est familier ou que vous avez connu dans votre enfance, vous allez considérer qu'il est naturel, même si il a été complètement construit de la main de l'homme.
Même si c'est les forêts d'Ardennes, là, vous pouvez considérer bien que c'est de la nature, mais c'est pas la nature toute seule qui a fait ça. C'est les humains et la nature qui a fait ça. Et puis, sur la planète, moi j'ai des doutes qu'il y ait encore des endroits de nature sans vie. Vous savez, dans le nord, dans l'Arctique, là, où vivent les Inuits, dans leur sang, on trouve des concentrations de dioxine très importantes à cause de la pollution qui, elle n'a pas de frontières. Donc ça, c'est ça. Maintenant, parce que vous voulez parler de biodiversité, ben moi j'ai été regarder un petit peu tout ce qui se disait sur naturalité et biodiversité, parce que ça, ce sont des concepts qui font couler bien beaucoup d'encre. La naturalité, ça va avec nature, c'est-à-dire c'est les processus naturels qui sont sauvages, libres et spontanés, dans lesquels l'homme n'intervient pas. C'est les endroits qui sont appelés naturalité, ce sont des endroits où la nature s'épanouit toute seule, en conformité avec ce qu'elle est par essence, s'épanouit toute seule. Et pour les humains, la naturalité, ça se vit, ça ne se gère pas. Par contre, la biodiversité, ça se mesure, ça se rétablit, ça se gère. Donc, c'est plus facile quand on a une conception de la nature séparée de l'humain, de parler de biodiversité que de parler de naturalité. Alors, gérer la biodiversité, ce n'est pas respecter la nature dans son essence ou sa naturalité, c'est introduire un déroulement qu'elle n'aurait pas sans nous, peut-être. Par exemple, il y a un projet à l'Université du Québec à Chicoutimi qui s'appelle Carbone boréal, qui se propose de planter des arbres dans des endroits qui sont aujourd'hui sans arbres, ou presque sans arbres, alors que dans le passé, ils étaient boisés, on sait qu'ils étaient boisés, pour compenser des émissions de gaz à effet de serre. Et le projet, c'est faire en sorte que toute une série de gens financent les arbres qu'on plante pour que nous, on puisse faire de la recherche pour savoir si ça capte, combien ça capte, avec l'effet albédo, s'il n'y a pas en fait, toutes les questions qu'on peut se poser à ce propos-là. Donc les plantations d'épinets noirs dans la baissière à lichen, c'est sûr que ça a un impact sur la biodiversité, ça pourrait faire diminuer la température, peut-être un petit peu, ça réintroduit des arbres à un endroit où il n'y en a plus, mais c'est la nature qui avait dénudé, pas les humains, et donc ce n'est pas respecter la naturalité, mais c'est gérer la biodiversité. Mais ça fait des discussions sans fin quand on ne fait pas la distinction entre naturalité et biodiversité. Bon, maintenant, je ne sais pas combien de temps je suis restée et combien de temps il me reste. Oh, mais je ne peux pas finir. Les conceptions de l'éthique de l'environnement, donc pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal dans le domaine, dans notre relation à la nature, il y a 3 conceptions classiques dans les sociétés occidentales, dans les nôtres, 3 conceptions classiques que sûrement vous avez déjà entendu parler, et que je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Il y a ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, le biocentrisme et l'écocentrisme, et c'est une distinction que je prends principalement à Catherine Larère. Donc l'anthropocentrisme, vous connaissez, c'est on préserve les forêts où on gère la biodiversité pour les générations futures, sans considération pour ce que peut être la valeur intrinsèque d'une forêt ou des choses comme ça. Le carbone boréal est un projet anthropocentrique, sans aucune... Le développement durable est un projet de société anthropocentrique. D'accord? C'est pour les humains. Donc c'est parce que la nature est exclue du champ de l'éthique, en fait. On ne se pose pas de questions sur le bien ou le mal pour la nature, pour elle-même, mais pour les humains. Le biocentrisme, c'est une réaction très forte à cette manière d'envisager le monde qui aboutit à des catastrophes environnementales et une empreinte écologique absolument démesurée. Donc le biocentrisme, c'est beaucoup dans le droit des animaux, on le retrouve. Vous avez toute vie a une valeur intrinsèque, toute vie a une dignité morale, du scarabée à l'humain, aucune forme de vie n'est un moyen pour une fin, nous ne sommes pas supérieurs au reste de ce qui existe sur la planète, et c'est pas eux qui disent, mais moi je dis toujours à ça pour faire comprendre aux étudiants, vous savez, si on mesurait la supériorité des êtres à leur capacité d'être autotrophes, nous serions vraiment très très loin dans la chaîne des supériorités. Un arbre qui fait la photosynthèse est vachement supérieur à nous qui sommes incapables de le faire. Ça va? Donc le biocentrisme, c'est une préoccupation pour les individus, pas pour les espèces. Donc vous avez une préoccupation pour les animaux qui souffrent et pas pour les espèces menacées, par exemple.
Puis, pour ce qui est de l'écocentrisme, c'est la représentation qui est la plus utilisée par les mouvements environnementalistes au Québec ou écologiques ici. C'est-à-dire qu'il y a interdépendance, toute vie a une fonction dans un écosystème. Il faut préserver l'intégrité des écosystèmes pour préserver la vie. Donc, dans cette représentation-là, ce qui est important, c'est la science, parce que la science nous donne comment fonctionnent les écosystèmes, et se conformer aux règles de la nature, c'est ça qu'il faut faire pour faire bien. Évidemment, cette représentation-là, il n'y a pas de préoccupation pour les individus. Si vous regardez, il y a absence de Greenpeace et de Nature Québec, par exemple, dans la problématique sur la chasse aux phoques. Parce que la chasse aux phoques, les phoques sont loin d'être une espèce menacée, et qu'on les chasse un petit peu ne va changer rien aux écosystèmes, vous comprenez? Donc, même dans les biocentriques, par exemple, ils sont braqués sur la chasse aux phoques. Donc, il n'y a pas de préoccupation pour les individus, et puis l'objectif, c'est de naturaliser l'homme, c'est de faire en sorte qu'il respecte les lois de la nature, comme s'il n'était pas là. Vous comprenez? C'est la nature sans l'humain, c'est pour ça que je vous disais que c'était le naturalisme est une représentation qui va avec notre représentation du monde, y compris dans les mouvements écologiques. Parce que le fonctionnement de la nature sans l'humain, la nature fait bien les choses, ne fait rien en vain, fait toujours bien, en imitant la nature, on risque pas de se tromper, des choses comme ça. Vous comprenez? C'est ça. Donc ça, c'est la représentation de l'écocentrisme. Et c'est pas la mienne. Ça va? Cependant, il n'y a pas ou plus d'acceptabilité sociale pour une de ces représentations. Quand les humains se disputent au niveau de la forêt boréale au Québec, ben, d'abord, ils n'en parlent pas. Ça, c'est une première chose. Et puis, même s'ils en parlaient, je ne pense pas que quelqu'un qui est anthropocentrique puisse devenir d'accord avec l'écocentrisme, ou quelqu'un qui est écocentrique puisse devenir d'accord avec l'anthropocentrique ou avec le biocentrique. Fait que moi, je pense que ça, c'est peine perdue qu'on essaie, enfin, je ne sais même plus, là. Donc, je me suis dit, en écrivant ma thèse de doctorat, il faut faire ce que Descola a dit, c'est-à-dire il faut aller trouver autre chose. C'est ça. Donc, en m'inspirant de Morin, de Catherine Larère, de Michel Serres, de Hans Jonas et de Rose, et plein d'autres que j'oublie de citer, mais ceux-là, ce sont les principaux, j'ai essayé d'imaginer, de métamorphoser l'éthique de l'environnement, et donc, je vous le dis, j'essaye. Ça va? J'essaye, dans mon rôle de professeur d'université d'aide à la communauté, par exemple, de faire des recommandations pour la gestion forestière qui soient de l'ordre du partenariat avec la nature, qui ne soient pas se conformer aux règles de la nature, ni faire tout en fonction des humains. J'essaye de faire autre chose. C'est le début. Hein? Ah, il faut m'aider. L'idée vient de... Parce que nous sommes à la fois chasseurs-cueilleurs, agriculteurs des premiers jours et industriels dans une société de l'information, et au moins, si nous ne sommes pas ça, nous sommes héritiers de toutes ces traditions. Et nous les portons et nous sommes capables de comprendre. Si nous sommes capables de comprendre tout ça, avec toute cette créativité humaine qui était là, nous sommes capables de faire autre chose. Fait que c'est à ça que je m'appuie. Je veux m'appuyer sur les bonnes idées du passé et les bonnes idées des autres pour que demain soit un monde libre, juste, vert et responsable. Et c'est le vert qui vous intéresse aujourd'hui. Et puis, pour pouvoir... je me suis reposé la question, qu'est-ce que la nature, en fait? Quelle conception de la nature est-ce que je vais porter? Je pense, sincèrement, que la vie s'autorégule sans conscience, sans vengeance, sans récompense, sans autre finalité que se maintenir sous toutes les formes que le hasard et les mécanismes de l'évolution des espèces permettent. Donc pour moi, la nature s'autorégule dans l'ordre et dans le désordre. Ça va? Il y a eu des stromatolites, il y a eu des dinosaures, il y a eu toutes sortes de choses qui ont transformé la nature de manière bien plus drastique que ce que nous ne pourrons jamais faire. Ok? Et c'est l'histoire de la Terre. Je m'appuie sur ces 7 représentations-là que j'ai. La nature, pour les humains d'aujourd'hui, est pur don aveugle et elle ne demande rien en retour. Cependant, nous pouvons donner en retour. Et parce que nous pouvons le faire, nous devons le faire. Parce que nous sommes des êtres d'éthique, de morale. Et pour moi, l'éthique des hommes ne se trouve pas dans la nature, sauf si nous l'y mettons, nous-mêmes. Alors, je vous rappelle, ça c'était la nature, comment je le vois, comment je vois les humains, c'est Prométhée. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Prométhée, c'est cette espèce de drôle de milieu là, qui a volé le feu à Zeus pour le donner aux humains pour qu'ils soient capables d'inventer les techniques, qui est cadeau ici. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est avec ça qu'on vit. Donc,
collectivement, jamais nous ne renoncerons aux techniques et nous devons aimer ce que nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'individus qui vont pas vouloir vivre plus simplement, ce qui est mon cas, mais collectivement, on n'y renoncera pas. Quand l'emballement des techniques pose problème, on est bien d'accord et nous y répondons par d'autres techniques. Parce que ce qui fait la spécificité humaine, c'est non seulement un sens moral, mais aussi cette capacité à fabriquer des outils, ou à inventer des techniques, et qu'on ne peut pas renoncer à qui nous sommes. En tout cas, voilà. Et Latour dit, c'est parce que nous avons rendu artificiel tous les détails de notre existence, et heureusement, vous savez, ma mère aurait eu 80 ans hier, si la médecine d'alors avait été la médecine d'aujourd'hui. Eh bien, heureusement que les hommes inventent des techniques. Je serais bien plus heureuse de la voir dans la salle. Et heureusement qu'il faut maintenant continuer à être plus artificiel encore. Le véritable péché, ce n'est pas celui de créer, c'est celui d'abandonner sa création elle-même, de fuir avec horreur les conséquences inattendues de nos projets et de prétendre retourner à la maison pour cultiver son jardin en s'abstenant d'inventer. Ça ne va pas avec nous, ça n'ira jamais. On ne peut pas avoir des politiques publiques qui soient de cet ordre-là. Ça va faire une dictature sans nom dont plus personne ne veut, sauf ceux qui seraient éventuellement d'accord avec ça, et moi je serais la première à m'objecter. Donc l'éthique de l'environnement, renouvelée, c'est ce qui oblige moralement les humains à s'humaniser eux-mêmes. Et pour ça, à revisiter les traditions de sagesse qui disent et qui nous rappellent que l'amour est la valeur des valeurs. Donc les concepts clés d'une éthique multicentrique, je l'ai appelé comme ça dans ma thèse de doctorat, c'est d'abord accepter que la nature, depuis que nous sommes sur la planète et que nous avons inventé l'agriculture, évolue avec nous, nous co-évoluons. Tout a changé depuis les chasseurs-cueilleurs. On ne vit plus dans le même monde, en tout cas dans le même monde représenté. Nous devons accepter la coévolution, et j'aime beaucoup ce mot que j'ai lu, je ne sais plus quel géologue qui a dit que depuis qu'on a inventé l'agriculture, on est passé dans une ère qu'on appelle l'anthropocène. Alors, voir la nature comme une partenaire, même si elle est muette, elle réagit à ce que nous faisons. La nature est muette, c'est sûr, elle ne nous dira jamais ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour elle, mais nous envoyons des milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle répond, entre guillemets, par changement climatique. Donc elle est peut-être bien muette, mais elle réagit à notre agir. Donc dans les projets qui m'occupent, j'essaie toujours de voir s'il y a moyen qu'il y ait une réciprocité. Quand je prends quelque chose, comment est-ce que je peux faire pour rendre quelque chose? Et Michel Serres dit, parfois, on peut rendre en monnaie de signes, c'est-à-dire en plus de connaissances pour pouvoir mieux prévoir, pour pouvoir mieux agir. C'est une manière. Et parfois, en rendant, parce qu'en Belgique, moi je me souviens quand je travaillais avec les gens à l'ADNF, on coupait un arbre, on plantait un arbre, et pour moi, dans mon imaginaire, c'était quelque chose qui était absolument bien. Au Québec, c'est complètement différent là, mais ici, c'était vraiment ça qui était bien. Donc c'est un contre-don. On rend quand on prend. Et puis, nous avons évidemment une responsabilité qui est d'assurer le fonctionnement des écosystèmes qui abritent la vie, parce que nous coévoluons avec, nous copilotons comme ça. Et pour l'humanisation de l'humanité, ça veut dire développer l'amour et le dialogue entre les humains, même quand c'est difficile. Se mettre d'accord, c'est tout un programme. Et aussi bienveillance pour les individus animaux et pour les espèces. Et la bienveillance, ça veut dire, nous sommes capables, c'est pas tous les animaux qui sont capables de faire ça, d'empathie. Ben, vous savez, quand je pêche un poisson, et j'adore ça pêcher, et je prends plaisir à pêcher, dès que le poisson est dans la barque, je le tue. Parce que je ne veux pas qu'il souffre, et je prends un grand plaisir à le manger. La vie est biophage. Pour vivre, nous mangeons la vie, nous ne faisons pas la photosynthèse. Donc la bienveillance, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire faire ce qu'on fait avec beaucoup d'éthique et de l'empathie pour ce qui est autre que nous et qui pourrait souffrir. Et je n'ai aucune difficulté à dire que oui, mais c'est très anthropomorphique. Évidemment, je suis un humain. Fait que je ne sais pas faire autre chose que de projeter mon humanité dans le monde qui m'entoure. Donc je suis anthropomorphique. Je suis bien contente. Et j'arrive à ma conclusion. Ça va? Donc, inventer des techniques comme distinguer le bien du mal font partie de notre essence. Notre représentation du monde n'est pas plus cohérente que celle d'une autre culture, et
une autre culture n'est pas plus harmonieuse que la nôtre. C'est des manières différentes d'envisager notre relation au monde. Elles sont toutes pertinentes pour comprendre la diversité humaine et le monde représenté dans lequel le hasard nous fait vivre. C'est le hasard qui nous fait vivre aujourd'hui. Moi, je pense que nous avons un devoir d'éthique aujourd'hui. Nous sommes héritiers de toutes sortes de traditions de sagesse et nous ne devons pas en choisir une et écarter les autres. Nous pouvons les revisiter pour élaborer celles de notre temps. Et puis, nous avons trouvé, vous savez, c'est parce que là, après, il y a des gens qui me disent « Oh, mais c'est impossible. » Ah oui. Ah oui. Nous avons trouvé les dieux, nous avons l'intuition du Big Bang, nous avons posé le pied sous la Lune, inventé les avions, les sous-marins, les satellites, nous avons inventé Internet. Je suis arrivée ici, alors qu'avant, vous comprenez, on a inventé tout ça et on ne serait pas capable d'imaginer un partenariat avec la nature. Mais c'est quoi ça? Donc nous pouvons nous appuyer sur les différentes traditions de sagesse de notre humanité commune, de nous et de toutes les autres traditions de sagesse, pour revoir notre relation à la nature, qui est, et j'en suis profondément convaincue aujourd'hui, inadéquate, et je pense vraiment que ça presse pour Maxence et Maëlique. Merci beaucoup.